Allez, cette question à présent sur Boursorama. Comment est-ce que les super riches, les très riches, gèrent leur épargne? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'il y a une étude qui est sortie récemment qui est assez éclairante. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Lorenzini, journaliste à Patrimoine 24. On s'intéresse donc à la façon dont les riches gèrent leur épargne, Ouais. leur argent. Il n'y a qu'à vous poser la question. Alors ça, vous évoquez cette étude, elle a été publiée par l'AFO. L'AFO, c'est l'association des family office qui fait une enquête annuelle. C'est quoi, je vous coupe, c'est quoi un family office? Alors ce family office, c'est un conseiller financier, on va dire, très haut de gamme, qui s'intéresse à des particuliers qui ont un patrimoine financier de minimum, on va dire, 5, 10, 20 millions d'euros. Quoi. Ah ouais, j'entends patrimoine financier, ça veut dire qu'on enlève l'immobilier. Ça veut dire que vous pouvez avoir à côté de ce patrimoine financier de l'immobilier, votre outil de travail, une usine, un yacht et des voitures de collection. Bon. Donc voilà, c'est ça un family office. Et souvent un family office, ça gère l'ensemble des problématiques patrimoniales d'une famille, aussi bien les questions de placement financier, de succession, de parcours scolaire des enfants. C'est c'est vraiment une prestation très très globale. Bon, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? Quel est l'intérêt de cette étude, justement? Qui sort quoi? Tous les ans? C'est tous les ans, l'AFO? Alors, tous les ans, cette association de family office fait une étude. Et là, l'intérêt, c'est que ça nous montre un peu où les ultra-riches investissent. Et on voit qu'effectivement, ceux qui ont les moyens de sortir des sentiers battus, investissent de façon assez astucieuse. Bon, d'abord, ils évitent les mauvaises idées. Les mauvaises idées, c'est les terres rares. On voit régulièrement des publicités pour investir dans les terres rares. C'est rarement une bonne idée. Les devises, parce que c'est très compliqué d'investir sur les devises, même pour les professionnels. Donc, quand vous êtes un particulier, ou puis, ce qu'ils font, ils évitent les mauvais fonds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais fonds? C'est souvent un fonds qui est un petit peu indiciel, et puis qui vous charge des frais en plus. Je vais vous donner un exemple. À la Banque Postale, il y a LBPAM, Indice France, qui récemment a été nommé LBPAM ISR Action Focus France. Bon, qu'est-ce que c'est que ce fonds? C'est un fonds qui fait le CAC 40, moins les frais. Super. Donc voilà, typiquement, ce genre de produit, il faut l'éviter, il ne faut pas perdre de temps avec ce genre de produit. Alors, les super riches, comment est-ce qu'ils investissent leurs sous? Alors, ils aiment bien le non-coté, ce qu'on appelle en anglais le private equity. Ils aiment bien le non-coté. Donc, ce qui n'est pas coté en bourse. Ce qui n'est pas coté en bourse, voilà. En action ou en action, en obligation? Donc, c'est quoi concrètement? Surtout, ça va être de l'action. Hein. Le non-coté, ça va être de l'action. Ils aiment bien l'immobilier. Et puis, ils aiment bien aussi les actifs tangibles. Les actifs tangibles, c'est quoi? Ça va être de la forêt, ça va être des terres agricoles, ça peut être du vin. Donc, des choses qui ne sont pas des titres de propriété, mais qui requièrent de la place. C'est ça, les actifs tangibles. Le non-coté, on s'arrête quelques instants là-dessus, Frédéric. Ça ne fait pas doublon, souvent, avec ces riches qui ont eu des usines, des entreprises. Ça ne doublonne pas un petit peu, non? Au contraire, c'est parce qu'il y a une appétence, parce qu'ils connaissent un peu le... Ouais. Alors, votre question, c'est est-ce que le non-coté, c'est pas tout simplement l'outil de travail? Alors, pas que. En moyenne, dans les portefeuilles des clients des family office en France, le private equity, le non-coté, représente 21% des actifs. Et c'est pas que l'outil de production, parce qu'il y a, sur ces 21% des actifs, il y en a 13% qui sont détenus en direct, et puis 8% qui sont détenus via des fonds. Donc on parle de leur propre société, là, pour le coup. Alors, ça peut être... L'étude ne précise pas sur ces 13% détenus en direct si ce sont leurs propres sociétés ou si ce sont des participations dans des sociétés diverses. C'est con parce que c'est intéressant de le savoir. Bien sûr, c'est intéressant. Bien sûr. Mais en tous les cas, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans l'enquête de l'AFO, c'est qu'elle dit, ces ultra-riches, ils ont envie d'augmenter la part du private equity, et on comprend bien pourquoi. Parce que les marchés actions, en ce moment, sont un petit peu compliqués quand même. Les marchés obligataires, on se dit qu'il y a un moment, ça va péter. Et donc, une fois que vous avez mis de côté les actions, les obligations, vous allez sur du non-coté. Donc, c'est assez logique. Bon, les autres postes d'investissement, c'est quoi sinon? Alors, à hauteur de 18%, c'est de l'immobilier, ça c'est en hausse. Action cotée, il y en a quand même pour 17% des actifs. Et de l'assurance vie à hauteur de 13% des actifs. On a évoqué les actifs tangibles, 7%. Et là-dessus, les actifs tangibles,
ces clients d'office, family office, sont très chauds pour augmenter la part des actifs tangibles. Et puis après, le reste, c'est un petit peu marginal. Les obligations, c'est à hauteur de 3%. Voilà. Les obligations, ça les fait pas rêver. Et puis l'art, c'est à peine 1% du patrimoine. C'est fou, je ne pensais pas que les obligations seraient à un niveau, pour le coup, aussi faiblement pondéré, avec un niveau si faible dans les portefeuilles. Oui. C'est quoi, vous en pensez quoi, si on prend un peu de recul sur cette gestion par les family office des patrimoines, des fortunes, des très riches? Moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est que ce sont des gens qui sont capables d'aller sur des actifs qui ne sont pas liquides. Et ça, souvent, les particuliers ont du mal à comprendre. Liquide, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas revendre et récupérer leurs sous comme ils veulent. Hein. Voilà. Quand vous achetez une action qui est cotée en bourse, si vous achetez une grande capitalisation cotée en bourse comme Total, vous l'achetez le matin, vous la vendez le soir, c'est liquide. Après, quand vous achetez des small caps, des petites entreprises, des fois, c'est pas liquide, vous l'achetez, et puis quand vous voulez vendre, il faut attendre une semaine, un mois, etc. Et là, ce qui est intéressant, un des enseignements quand même de cette étude, c'est que ces investisseurs sont capables d'aller sur du non-coté, donc des actifs qui ne sont pas liquides, et que pour aller sur des actifs qui ne sont pas liquides, il faut avoir du temps. C'est pas des stratégies à 6 mois, 1 an, c'est des stratégies à 10 ans, 15 ans. Et puis, autre chose qu'on peut dire quand même à vos auditeurs, c'est que si on s'intéresse au non-coté, il ne faut pas toujours regarder le non-coté à travers. Il y a eu la grande mode des produits de défiscalisation de type FCPI ou FIP, sur lesquels on pouvait parfois rester scotché. On peut faire du non-coté. On pouvait être crocheté et scotché en même temps. Hein. Voilà, mais on peut faire du non-coté en investissant dans l'entreprise d'un ami, d'une relation. Ouais. Et ces titres qu'on investit dans du non-coté, on peut les loger dans son PEA. Et là, ça devient intéressant. Alors, on sait, le PEA, c'est plafonné, mais ce non-coté, vous pouvez le faire, vous, en direct, si autour de vous, vous avez des amis qui sont entrepreneurs, qui lancent une affaire, qui font une augmentation de capital. Et ces titres, vous allez les garder, c'est pas un coup que vous allez faire sur 6 mois, vous allez les garder 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ben vous allez les loger, s'il y a encore de la place, dans votre PEA. Bon. L'immobilier, on en parlait sur l'immobilier. Oui, alors l'immobilier, c'est le placement fétiche des Français avec l'assurance vie. Et souvent, les Français confondent deux choses sur l'immobilier, c'est la valeur d'usage et la valeur marchande. Souvent, les gens vous disent « Ah, non, mais la pierre, ça aura toujours de la valeur ». Sous-entendu, il y a une matérialité, la pierre, elle va pas fondre. Et en fait, si, elle peut fondre. Je ne sais pas si vous avez allez me parler des années 90, du seul moment, effectivement, où on a une baisse d'immobilier en France. Exactement, entre 90 et 94. Mais personne n'était né à cette époque-là, Frédéric. Eh ben moi aussi, David. Sors de ce corps. Non, mais sur 5 ans, l'immobilier a perdu 40% en Ile-de-France. Donc c'est vrai que l'immobilier, ça a une valeur d'usage parce que vous pouvez l'occuper, vous pouvez le louer, vous pouvez l'habiter. Mais la valeur marchande, elle, c'est comme les actions. Ça peut beaucoup fluctuer. Et le conseil qu'on peut donner quand même aux auditeurs, méfiez-vous de l'immobilier. En France, on aime l'assurance vie, on aime l'immobilier. On a tendance à se gaver d'immobilier. Et en ce moment, on commence à entendre de plus en plus d'observateurs qui se posent des questions sur est-ce qu'on va pas avoir un problème sur l'immobilier parce qu'on anticipe un ralentissement, voire une crise économique. Ouais, mais les taux restent bas, les taux d'intérêt restent bas. Mais monsieur, moi je veux bien que les taux d'intérêt restent bas, mais il y a un moment, le marché il devient non solvable. C'est-à-dire que même si ça coûte pas cher d'emprunter, si le chômage augmente, quand le chômage augmente, souvent, vous obtenez pas de crédit, votre banque, vous n'avez pas envie de vous lancer dans cette aventure. Donc il n'est pas impossible qu'on ait un petit coup de grisou sur l'immobilier. Au-delà de ça, alors même que c'est un placement fétiche avec l'assurance vie des Français. Les Français aiment beaucoup l'immobilier, ça les rassure. Ouais, avant de se quitter, juste, on parlait de l'immobilier, c'est un actif qu'on dit tangible. Vous en pensez quoi sur cette catégorie d'actifs tangibles au-delà de l'immobilier? Alors, oui, on les actifs réels. Qu'est-ce qu'on entendait par actifs réels? Alors, les actifs réels, c'est quelque chose qui n'est pas un bout de papier, qui n'est pas une action. Ça va être une autoroute. Ouais. Voilà, oui, une action, une obligation. Donc, un actif réel, ça va être une autoroute. Souvent, c'est une infrastructure, un aéroport, un port, une autoroute, par opposition à un titre de propriété dont on se dit ça peut perdre de sa valeur. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est séduisant parce que c'est très diversifiant.
Hein, vous connaissez le principe, en matière de gestion de fortune, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ces actifs réels, c'est bien parce que c'est diversifiant. Si on en a réellement les moyens, c'est-à-dire que si vous avez seulement 5 ou 10 000 euros à placer dans de la forêt ou des terres agricoles, bon, c'est bien, hein, attention, c'est bien. Mais je pense que pour avoir des vraies stratégies et des vraies stratégies de moyen à long terme, il faut des montants plus importants que quelques milliers d'euros à placer sur des terres agricoles ou des forêts. Donc Ouais. oui, ces actifs réels, c'est bien, sous réserve d'avoir le patrimoine pour. Ouais. Et sous réserve du temps, je reviens à ça, mais Le les temps. riches qui ont le temps, mais ils ont ce luxe-là, hein, d'avoir le temps de... Mais absolument, il y a deux grands luxes, c'est l'espace, et on le voit, on l'a bien vécu pendant cette période de confinement, c'est l'espace, c'est un luxe, et le temps, c'est le deuxième luxe. Avoir du temps, soit pour soi-même, pour faire se nourrir de ses passions, soit pour ces placements qui, je le répète, hein, c'est une affaire qui se joue pas sur 1 an, 2 ans, c'est 10, 15, 20 ans. Voilà donc comment gèrent les super riches, donc cette enquête annuelle de l'AFO, l'association des family office décryptée par Frédéric Lorenzini, journaliste à Patrimoine 24. Merci Frédéric, bonne journée. À bientôt.